les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. J'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Dans une boîte de nuit vide aux néons verts et roses, Denis Lavant fume une cigarette et tourne paresseusement sur les premières notes de Rhythm of the Night. La musique s'enflamme, lui aussi. Un premier salto, quelques pas de danse, et il finit par lâcher prise dans une danse effrénée, cathartique et surtout libératrice. Après s'être tenu droit comme un piqué dans son uniforme pendant 1h30. Cette scène, vous l'aurez peut-être reconnue, il s'agit du final de Beau Travail, le 5e long métrage de Claire Denis, sorti en 1999, qui s'intéresse à un groupe de légionnaires dans une base militaire à Djibouti. La cinéaste française, qui fête ce mois d'avril ses 80 ans, n'aura eu de cesse de s'intéresser au corps et au désir masculin, depuis son premier film Chocolat, où elle s'inspire de son vécu pour raconter, à hauteur d'enfant, les derniers jours de la présence coloniale française au Cameroun, jusqu'à son tout dernier, Le Cri des Gardes, adapté d'une pièce de Bernard-Marie Coltès et en salle ce mercredi 8 avril. Je suis Marianne Agier et pour cet épisode du podcast Sorociné, j'accueille à mon micro Noémie Attia. Salut. Et Victoria Fabi. Bonjour. Et pour une fois, on va parler des hommes dans le cinéma de Claire Denis. Enfin. I feel like a tiny grain of sand here. You are. What is that? That's the watchman. They call out to each other all night. It means all's well. Scary. I knew I saw someone. Les filles, on va se plonger donc dans la filmographie de Claire Denis, mais avant, pour commencer cette discussion, je voulais vous poser juste une petite question par rapport à notre thématique du jour. Est-ce que vous auriez un terme pour définir la masculinité selon Claire Denis ? Noémie, je te laisse commencer. Alors pour moi, la masculinité selon Claire Denis, elle est taiseuse. Donc c'est une cinéaste qui est friande de silence, qui aime raconter l'histoire plutôt par l'image que par les dialogues. Et dans ces silences se jouent beaucoup de choses pour raconter justement les rapports masculins dans leur corporalité, dans leur regard et dans leur inconscient. Victoria ? Moi, je dirais qu'elle a quelque chose de contradictoire parce qu'elle est à la fois extrêmement normée, mais cette masculinité, elle connaît aussi des sursauts, des moments surprenants qui dévient de la norme. Et toi, Mariana ? Et bah pour moi, ça complète un peu le spectre, mais pour moi, la masculinité selon Claire Denis, elle est souvent désœuvrée. J'ai l'impression qu'on a souvent dans ces films des corps d'hommes qui ont été préparés à quelque chose de très viril, très, très performatif et qui finalement se retrouvent dans l'attente ou dans l'ennui, dans quelque chose de très silencieux et que c'est cet espace de vide qu'elle va beaucoup explorer. Donc après ce petit tour de table, Noémie, je m'adresse à notre grande fan de Claire Denis. On dit souvent chez Sorociné qu'on peut difficilement analyser l'œuvre d'une cinéaste sans savoir d'où elle vient, et c'est particulièrement le cas de Claire Denis, dont le cheminement personnel ou cinématographique se retrouve beaucoup dans ses films. Donc est-ce que tu peux nous raconter qui est Claire Denis ? Comme tu l'as dit, Mariana, Claire Denis, elle fête ses 80 ans cette année. Elle est née en 1946 à Paris, mais a passé son enfance entre le Cameroun, Djibouti, la Somalie et le Burkina Faso. Une fois adulte, elle s'installe à Paris et étudie à l'IDEC, donc c'est l'ancien nom de la FEMIS, dont elle est diplômée en 1972. Elle débute sa carrière en tant que première assistante réalisatrice, pensant qu'elle s'est trompée en étudiant la réalisation. Et elle travaille notamment avec Jacques Rivette, Jim Jarmusch et Wim Wenders sur les iconiques Paris, Texas et Les Ailes du Désir. Et c'est sur ce tournage de Paris, Texas qu'elle rencontre Agnès Godard, qui était assistante caméra, et avec laquelle elle va tourner la plupart de ses films. Donc elle sera d'abord cadreuse et ensuite chef-op. C'est Wim Wenders qui la pousse enfin à faire ses propres films. Et en 1988, à l'âge de 42 ans, elle réalise son premier long métrage qu'elle a coécrit avec Jean-Paul Fargeau, Chocolat. Le film raconte l'histoire et les souvenirs d'une Française qui retourne dans le pays où elle a grandi, mais qui n'est pas le sien, le Cameroun. Oui, parce que le père de Claire Denis travaillait dans l'administration coloniale française au Cameroun. Tout à fait. Son père travaillait pour l'État colonial, mais il était politiquement plutôt pro-indépendance des pays d'Afrique colonisés par la France. Et donc son premier long métrage, il résonne vraiment avec le passé de Claire Denis, mais il incarne aussi sa posture critique de cet État colonisateur. Et ça, c'est des thèmes qui vont traverser une grande partie de sa filmographie, dont, pour en citer quelques-uns, Beau Travail, White Material et bien sûr Le Cri des Gardes.
Ce que je trouve intéressant dans son corpus à Claire Denis, c'est qu'elle évolue parallèlement dans plusieurs catégories de films que j'ai un peu divisées en 3 branches. Alors, première partie. La première branche, c'est effectivement donc, ces films qui sont liés à l'Afrique et la relation à un ailleurs qui représente aussi ses origines à elle, et tout ce rapport à la question coloniale et au racisme. La deuxième branche, c'est une catégorie qui raconte le quotidien plutôt, qui est très liée à la ville, à Paris, où les thèmes sont plutôt sur les relations familiales et amoureuses. Donc je pense à 35 Roms, Un beau soleil intérieur, Avec amour et acharnement, et même J'ai pas sommeil d'une certaine manière, même s'il pourrait aussi rentrer dans la 3e catégorie, qui est... Quelle est cette 3e catégorie ? Qui est donc vraiment le film de genre, où on est là dans un ailleurs, avec un ton beaucoup plus violent et des thèmes plus éloignés du quotidien. Donc là-dedans, on aura le film d'horreur Trouble Every Day, High Life, qui est un film de science-fiction, L'intrus, Un néo-noir et Stars at Noon. Oui, une cinéaste avec un style très protéiforme du coup. Tout à fait, mais qui garde toujours un ton bien particulier et bien propre à elle, avec des films peu bavards, au plan étiré et au scénario presque écrit comme des courts-métrages, ça on pourra en reparler tout à l'heure, donc avec des dialogues très stylisés et théâtraux qui ne cherchent pas du tout à imiter le réel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans son dernier long, Le Cri des gardes, qui est adapté d'une pièce de théâtre, comme Mariana l'évoquait tout à l'heure. Merci Noémie, et puis c'est vrai que j'ajouterais vraiment pour compléter que c'est vrai que tu citais tout à l'heure le silence, et moi c'est vraiment le premier terme que j'utiliserais pour caractériser le cinéma de Claire Denis, ce qui peut être assez paradoxal pour une cinéaste, mais qui il y a énormément de choses qui se racontent juste à travers les silences et les regards dans ces films. Ce qui rend les dialogues presque un peu accessoires. J'ai souvent vu dans les critiques de certains de ces films qu'on lui reprochait notamment de faire des dialogues assez désincarnés, assez immatériels, du fait qu'on a l'impression qu'on ne se raconte jamais grand-chose à travers les mots, mais parce qu'en fait, tout transite aussi par autre chose, par les silences, par les regards, les gestes et les corps. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais la critique cinématographique analyse beaucoup Claire Denis comme une cinéaste très anglaise sur les corps et la notion du désir. Et son attention, c'est vrai, se tourne particulièrement souvent vers les corps masculins. Elle le disait elle-même en interview, je la cite, « Pour qu'une idée fictionnelle prenne corps chez moi, il faut que cela parte d'un homme, peut-être parce que je suis une femme hétérosexuelle et que l'homme est ce que je désire. » Donc à partir de là, je voudrais commencer par cette question simple. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise la manière qu'a Claire Denis de filmer les corps masculins ? Victoria, tu veux commencer ? Oui, déjà je trouve qu'elle les filme avec beaucoup de désir. Je dirais même qu'elle a comme développé dans ses films une esthétique du corps masculin qu'on peut retrouver bien sûr dans Beau Travail, qui est l'exemple par excellence, mais aussi Robert Pattinson dans High Life ou encore Proté dans Chocolat. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que Claire Denis, elle rend les corps masculins en premier lieu désirés par son regard et en second lieu désirants. Elle a aussi beaucoup filmé des corps voluptueux. C'est drôle parce qu'on n'emploie jamais cette expression pour parler des hommes, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent face au film de Claire Denis, c'est-à-dire des corps qui sont musclés sans être secs. Elle met en valeur les courbes que créent les muscles finalement. C'est-à-dire qu'on voit des hommes qui ont des fesses, des bras et des pectoraux développés. Je trouve aussi qu'elle montre souvent des corps qui sont ancrés, c'est-à-dire qu'elle filme pas les corps des hommes, des corps d'hommes aériens ou vaporeux, mais véritablement la gravité sur ces corps, leur masse. Et je trouve qu'en cela, elle fait un peu miroiter aussi leur violence potentielle. On peut aussi faire un parallèle intéressant avec une autre réalisatrice française qui aime beaucoup filmer les hommes, je trouve de manière charnelle, c'est Rebecca Zlotowski. Alors certes, elle filme aussi les hommes, mais de manière différente. On voit que Rebecca Zlotowski, c'est plutôt comme des corps masculins imparfaits mais pleins de charme, alors que Claire Denis, elle les filme presque comme des statues grecques. On pourrait presque dire qu'elle reprend les caractéristiques d'une esthétique fasciste, tout en la questionnant bien évidemment, parce qu'il y a vraiment la notion d'angle, de perfection, il n'y a rien qui dépasse. En tout cas, il y a quelque chose de drastique et d'autoritaire dans le choix des corps filmés. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord parce que pour en revenir peut-être au film qui va être un peu la pierre angulaire de notre analyse, qui est du coup, je le citais, Beau Travail, qui est cité assez souvent comme un des plus grands films de Claire Denis. Mon histoire est simple. C'est l'histoire d'un homme qui a quitté la France trop longtemps. Inapte à la vie, inapte au civil. Galou, c'est moi. De nous trois, seul sut garder sa place au sein de la famille.
au sein de la Légion. Effectivement, où il y a toute cette idée, Beau Travail, du coup, je l'ai dit, s'intéresse vraiment au quasi-quotidien de ce groupe de militaires, de légionnaires qui, du coup, sont énormément torse nu, sous le soleil, en train de faire de l'exercice, etc. Sauf que le personnage principal de Beau Travail est incarné par Denis Lavant. Et je trouve ça pas du tout anodin d'avoir casté Denis Lavant dans ce rôle, parce que c'est, tout en étant, évidemment, non pas qu'il ne soit pas musclé, qu'il n'ait pas un beau corps, mais Denis Lavant, il a toujours eu aussi, dans toute sa carrière, un rapport au corps très monstrueux. Il a toujours beaucoup joué de ce côté un peu désarticulé qu'il peut avoir avec son corps. Il s'est à la base illustré dans les films de Carax, qui joue beaucoup sur ce côté monstrueux-là du cinéma. Et je pense notamment à Mauvais Sang, où il y a une scène de danse qui rappelle énormément la scène de danse finale de Beau Travail que je citais en introduction. Pour moi, il y a quelque chose qui casse un peu ça, justement, ce rapport-là qu'apporte Denis Lavant à cette manière de filmer le corps masculin qui, certes, est présenté comme parfait, mais qui joue quand même beaucoup sur l'idée du monstrueux, je trouve. Je suis d'accord avec toi, et d'un côté je trouve que le corps de Denis Lavant, c'est un homme qui a fait du cirque, par exemple. Il a beaucoup fait de cirque, qui a quelque chose de très élastique et de très précis dans son corps. Du coup je trouve que ça rentre quand même dans cette notion de droiture, ce côté très autoritaire du corps qui se tient droit. Tu le disais, il s'est tenu droit comme en piquet pendant 1h30. C'est ça, je trouve, Denis Lavant, il y a une exigence dans son corps et dans sa technique d'acteur aussi. Noémie ? Pour moi, c'est pas tant une suresthétisation du corps masculin. Je pense qu'il y a d'autres représentations, comme dans 35 Roms, où on voit plutôt un père qui est dans sa 40-50aine et dont on ne choisit pas d'esthétiser le corps. Dans Un beau soleil intérieur, dont on va parler après aussi, on voit des gens aussi d'un certain âge qui sont des intérêts amoureux. C'est des représentations assez différentes. Moi, je pense que je parlerais plutôt que d'une sorte d'image fantasmée. Enfin, je parlerais un petit peu comme presque d'un female gaze, comme miroir parfait du male gaze, où elle regarde des corps masculins comme des hommes pourraient regarder des corps féminins. Bon, après, il y a plein de débats sur cette notion de female gaze, mais aussi, je trouve vraiment un hétérosexuel gaze, où en fait, comme tu disais, Mariana, elle filme des corps qu'elle désire. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est effectivement Un beau soleil intérieur, où on est vraiment dans la tête de la meuf hétéro qui est en galère d'amour et où défilent devant elle donc plusieurs mecs plus ou moins médiocres, quoi. Et je suis rentrée avec lui et mais j'ai pensé que j'étais très heureuse, que j'avais beaucoup de chance, que ma vie était extraordinaire. Et puis alors le lendemain, j'ai pensé le contraire, quoi. je pense qu'il va chercher à vous revoir. Je t'admire. Tu m'enchantes, mais j'ai une femme extraordinaire. Je me disais que c'était un salaud et je jouissais. Parce que du coup, oui, donc Un beau soleil intérieur qui date de 2017 et qui met en scène Juliette Binoche en fameux quinquagénaire à la recherche du grand amour d'une manière un peu désespérée, et en fait le film chronique un peu d'une certaine manière une suite de rendez-vous amoureux et de rendez-vous très très souvent décevants, du coup avec différents hommes, tous assez souvent médiocres. C'est ça, et moi je pense que dans ce film on est vraiment dans le pire de l'hétérosexualité, et je pense que c'est pas nécessairement un film j'arrive pas trop à savoir si c'est un film qui cherche à critiquer ça, mais en tout cas c'est un film où on a un personnage principal qui est une femme, mais qui peut-être représente la réalisatrice ou la co-scénariste qui est Christine Angot sur ce film, mais où on est vraiment un peu plus directement avec elle et dans sa tête, elle qui regarde les hommes. Je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que, encore une fois, je partage, mais pas totalement, parce qu'en effet, il y a ce regard hétérosexuel, mais je trouve qu'elle dépasse ça parce que c'est pas seulement des corps sensuels, c'est vraiment une surface qui permet plein de projections différentes. Par exemple, je trouve que vraiment ces corps font aussi miroiter la violence potentielle. Et également, c'est un cadre qu'elle utilise, donc qui est la masculinité typique dont elle pourrait être attirée en tant qu'hétéro, par exemple, mais elle vient complètement subvertir ce cadre. Par exemple, on parlait avant d'enregistrer de Beau Travail, encore une fois, où on voit ces corps d'hommes mis dans des positions, par exemple, où leurs fesses sont vachement mises en avant. Et même, j'ai trouvé ça
génial que dans certains exercices qui sont imposés à ces légionnaires, il y a quelque chose d'extrêmement amusant. Par exemple, quand on les voit se faire un câlin comme ça, mais avec toujours ce côté très drastique et autoritaire, on comprend qu'il y a vraiment un amusement de la part de Claire Denis sur ses corps, que certes elle les désire, mais qu'il y a aussi une forme de satire, quoi. Oui, c'est vrai qu'à ce titre, beau travail, on y revient encore une fois, c'est un peu impossible de pas s'y attarder, mais une des caractéristiques hyper intéressantes de ce film, c'est justement sa manière de chorégraphier tous les éléments les plus visibles, les plus démonstratifs de la masculinité. Encore une fois, on est sur des légionnaires, des militaires, donc on est vraiment un peu dans l'imaginaire de ce qu'est la masculinité, on est un peu sur le plus haut grade quasiment de la manière dont on pourrait vraiment se représenter ce qu'est la virilité. Et justement, de cette manière-là, effectivement, elle subvertit ça de manière très intéressante parce qu'il y a une vraie chorégraphie sur la manière de représenter notamment les entraînements. Alors, de manière plus ou moins poussée, il y a une scène qui revient assez souvent où on voit les hommes en train de faire des étirements sur de la musique d'opéra et d'autres qui sont carrément, comme la scène que tu mentionnais, Victoria, ou d'autres scènes d'entraînement qui sont des chorégraphies, qui sont des scènes qui ont été chorégraphiées par un chorégraphe de danse contemporaine, Bernardo Monte. Donc il y a vraiment tout ce travail-là justement de reprendre ces codes-là et d'en faire quelque chose d'artistique, mais qui du coup se détourne complètement de la virilité classique justement en faisant des scènes de danse. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et une autre chose dont je voulais qu'on parle aussi en mentionnant ce film, c'est que Beau Travail est aussi cité et souvent commenté comme un très grand film queer, parce qu'une question qui s'en dégage, c'est la question de l'homoérotisme. Et là encore, la manière dont justement elle montre toute la beauté de ces corps montrés de manière presque vulnérable, en fait, ces corps très souvent à moitié nus, très souvent en train de s'enlacer, en train de s'embrasser, etc. Des scènes de lutte qui sont chorégraphiées quasiment comme des scènes d'embrassade, voire des scènes d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis totalement d'accord, et je trouve que là où ces scènes sont brillantes, c'est qu'il y a vraiment un équilibre incroyable qu'elle arrive à toucher. D'un côté, clairement, elle s'amuse de ces scènes, on sent quoi, enfin même moi ça m'a fait rire quand j'ai revu le film, on sent une petite moquerie. Ouais, il y a vraiment, je pense notamment à un moment, pardon je te coupe rapidement, mais il y a notamment une scène où Denis Lavant, à un moment où il est vraiment rendu parano, parce que juste pour recontextualiser très rapidement, donc Beau Travail qui suit ce groupe de légionnaires, l'élément déclencheur, si je puis dire d'une certaine manière, du film, c'est que Denis Lavant, donc qui joue le commandant de cette base, est obsédé par l'arrivée d'un nouveau légionnaire, Santin. Il est persuadé que ce type-là a une idée en tête, à quelque chose de malsain qu'il va apporter au sein du groupe. Il est complètement obsédé par ça et ça le rend complètement parano et complètement fou. Et il y a un moment, donc à peu près vers les 3/4 du film, où il commence à rentrer dans cette paranoïa-là et il fait faire des pompes à son groupe, et il y a quelque chose d'hyper risible dans cette scène, je trouve, parce qu'en fait il s'arrête pas, il y a quelque chose de frénétique, genre en haut, en bas, milieu, bas, en haut, en bas, etc. Il ne s'arrête pas. Le cardio qu'il faut quand même pour faire cette scène. Pour moi, c'est hyper comique en fait, la manière dont elle le filme, et elle le tourne complètement en dérision. Oui, il y a une dérision et en même temps, c'est pas non plus ridiculisé, c'est pas rendu absurde, c'est aussi rendu très touchant. Et de ce fait, je trouve que personne ne peut se sentir heurté par ça. Je trouve qu'il y a un mélange d'esprit, d'amusement, mais aussi de sensibilité. Quand on voit ces corps s'embrasser, je trouve ça très beau. Noémie. Moi, en fait, étonnamment, j'ai revu le film pour la préparation du podcast. Je dois avouer qu'il m'a fait moins d'effet que la première fois. Je me suis posé un petit peu plus la question du fond politique, en fait, de ce film, et aussi des films de Claire Denis en général. Je trouve que c'est des films qui sont très américains dans leur forme. Je pense qu'elle s'en revendique aussi beaucoup. Le fait de se détacher du dialogue, c'est pour elle quelque chose qui la sépare du reste du cinéma français. Je pense que le film, justement, peut-être dans sa sobriété de discours, a peut-être quelque chose que nous, on voit en tant que personnes qui pensons à ces choses-là, mais qui n'est peut-être pas le cas de tous les autres spectateurs, en fait, qui s'inscrivent en fait plutôt dans une cinéphilie pas forcément politisée. Et d'ailleurs, ta réflexion m'amène à la deuxième grande question que je voulais vous poser. Question volontairement un peu provoque, mais est-ce que pour vous, il y a une volonté de déconstruire la masculinité chez Claire Denis ? Justement, tu parlais de cette idée de regard politisé ou de dépolitisation de son cinéma. Qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, je pense pas. Moi, je pense que j'ai l'impression que Claire Denis
elle se met au service du cinéma avant tout. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui en tout cas pense à ça. Je pense que si elle s'empare de ces sujets, c'est pour créer des tensions, c'est pour créer des histoires, des images, pas forcément pour avoir un discours là-dessus. Ça veut pas dire que ces films ne le font pas, mais je pense pas que ce soit une chose très intentionnelle chez elle. Victoria ? Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et même ce que tu disais avant sur la charge politique que tu questionnes. Parce qu'en fait, dans ces films, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réalité. Par exemple, le dernier film, Le Cri des gardes, se trouve dans un chantier, et en même temps, on a la sensation que c'est plutôt, elle décale tout, et que c'est plutôt un terrain de jeu. C'est un peu ce qu'on se ressent aussi dans Beau Travail. On a l'impression que c'est une bande de petits garçons qui jouent aux militaires, et qui a un truc un peu déconnecté aussi de la violence que produisent ces scènes. Oui, en parlant de violence, c'est vrai que moi, il y a une idée aussi qui m'était venue beaucoup en tête en voyant beaucoup de ces films, justement sur cette idée de... Je pense évidemment pas... Enfin, la question était intentionnellement provoque, mais Claire Denis, on aura l'occasion d'en discuter. Le féminisme n'est fondamentalement pas quelque chose qui l'intéresse. En revanche, il y a cette idée de raconter ce qu'est la masculinité. Dans Un beau soleil intérieur, par exemple, que tu citais, Noémie, donc ce film où Juliette Binoche rencontre toute une succession de différents hommes dans un cadre romantique. Il y a vraiment à la base, elle avait voulu faire une adaptation de fragments d'un discours amoureux. Oui, c'est vrai, de Roland Barthes, ouais. Donc voilà, avec cette idée un peu similaire d'exposer différentes formes d'amour, différentes formes de relationner avec les gens. Il y a vraiment cette idée un peu de cataloguer un peu différentes formes de médiocrité masculine aussi, parce que concrètement, c'est même... Moi, pour être honnête, ce film a été assez compliqué à regarder, juste parce que je l'ai trouvé vraiment pas très très bon, pour le dire poliment, mais justement parce que il y a certains hommes qui défilent et on a un peu le concours des grands salauds, quoi. Enfin, il y a un moment où je trouve que vraiment on en fait un petit peu des caisses sur la manière de les caractériser, mais il y a quelque chose qui revient souvent dans son cinéma, tu l'as dit, Noémie, en exposant un peu son style, c'est justement ce format un peu de chronique qui permet d'explorer différentes formes de personnages masculins qui gravitent toujours autour d'un personnage féminin. C'est le cas dans Un beau soleil intérieur, c'est le cas aussi dans 35 Roms. Ton père est pas rentré, y a pas de lumière chez vous. Moi aussi je pars. On peut très bien faire comme lui. Ça arrive à rien tout ça. Pense un peu à toi. Bah c'est pas mon jour. Vous croyez que j'aurai une course pour Roissy ou Saint-Cloud? Bah non, rien que des petites courses. Cette collègue ta maman. Merci bon Dieu. Qui est un film de 2009 et qui s'intéresse à une relation entre un père et sa fille, le père joué par Alex Descas et la fille jouée par Mati Diop, qui avant de réaliser Atlantique et Dahomey avait été actrice, notamment dans les films de Claire Denis. Et ce film-là joue beaucoup sur cette idée, je mets ça entre gros guillemets, mais de la masculinité douce. J'ai un peu de mal avec ce terme, mais je trouve que c'est vraiment l'idée qu'elle explore, avec cette relation un peu attendrissante. C'est un peu la même chose aussi dans High Life, qui est le film de science-fiction qu'elle a fait, où Robert Pattinson fait partie d'un groupe de taulards envoyés dans l'espace, en fait, en échange. Enfin, c'était ça ou la prison à perpétuité. Donc, ils sont envoyés dans l'espace. Robert Pattinson finit par se retrouver seul avec sa fille bébé. Et pareil, il y a quelque chose d'évidemment d'hyper attendrissant à le voir avec sa fille, s'en occuper, et être un peu débordé, etc. Donc cette idée de la relation père-fille, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez elle. Oui, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est justement les deux exemples que tu prends, High Life et 35 Roms. Moi, je trouve que c'est les deux, donc le personnage de Robert Pattinson et de Alex Descas, sont des personnages hyper émouvants. Moi, ça m'émeut beaucoup de voir ces personnages de pères qui sont juste des pères aimants et qui sont pas des pères traumatisants, bien que Claire Denis n'est pas frileuse du tout pour aborder des thèmes plutôt trash. Moi, je trouve que c'est un aspect qui me plaît de sa filmo, de voir ces personnages-là aussi, quoi. Je pense encore une fois que c'est pas quelque chose qu'elle a intellectualisé elle a sûrement intellectualisé, mais c'est pas quelque chose qu'elle a voulu pour offrir une bonne représentation d'un père. Non, pas du tout. Mais dans sa fascination des hommes, je pense qu'il y a en fait, on voit du coup la tendresse qu'elle peut avoir, quoi, envers ces personnages-là. Après, là où je trouve que
Claire Denis déconstruit vraiment la masculinité. C'est peut-être malgré elle, mais je ne pense pas. Je trouve que ces films sont vraiment une porte ouverte aussi sur une critique des masculinités médiocres, comme tu as pu le dire Mariana, mais aussi sur leur vulnérabilité. À de nombreuses reprises, on voit des hommes extrêmement vulnérables. Par exemple, Cal dans Le Cri des gardes qui va supplier son patron / ami de le soutenir, et il en vient vraiment à des arguments aussi relationnels, affectifs. Patron / ami avec qui il y a aussi une relation qui tient pas mal de l'homoérotisme, même si c'est très suggéré dans le film. Ou encore, bien sûr, on en a parlé, mais on n'en parlera jamais assez lorsque Denis Lavant se lâche sur The Rhythm of the Night. Cette scène, elle est sublime parce qu'il y a une forme de résilience sur ce qu'il ne sera jamais plus et peut-être même sur ce qu'il n'a jamais été. Et je trouve que dans cette scène, il y a un deuil de sa masculinité à travers la danse. Mais je dois dire que c'est quand même une cinéaste qui est hyper contradictoire parce que j'étais hyper en colère de voir débarquer Gérard Depardieu dans Un beau soleil intérieur, parce que je trouvais le film jusqu'à là super, parce qu'il n'hésite pas à être cruel aussi dans la dépiction des comportements des hommes qui sont trop souvent excusés. Et là, Depardieu débarque. Alors oui, on était pré-MeToo, mais on sait très bien que dans le milieu du cinéma, tout le monde connaissait déjà ses agissements et ses comportements de prédation. Donc je trouve que c'est un non-sens avec son film et avec sa filmographie de manière générale. C'est là où ça rejoint l'idée un peu peut-être d'une déconstruction malgré elle, c'est qu'effectivement il y a toute une lecture, je pense que notamment cette lecture-là de la masculinité qui est l'angle de notre podcast, mais qui, je pense, pour elle n'est pas du tout conçue de la même manière. C'est vrai que nous on le regarde avec notre regard à nous, justement, de remise en question de ces normes de genre là, mais je pense que elle peut-être les conscientise de manière très différente, en fait. Elle, j'ai l'impression qu'en fait, après avoir lu quelques interviews, pour elle, le personnage d'homme, c'est comme un tableau blanc sur lequel projeter tout ce qu'elle veut, parce qu'en fait, elle aussi, il faut dire, elle a quand même 80 ans, elle a grandi dans les années 50-60, elle a en tête, ou en tout cas c'est ce qu'elle évoque dans ses interviews, elle a en tête en fait des personnages féminins qui sont cantonnés toujours à des rôles un peu miséreux, un peu pitoyables. Et je pense que elle, le fait d'imaginer des personnages d'hommes, ça lui accordait une plus grande liberté. Et donc maintenant, Claire Denis est-elle woke ? Je pense pas. Je pense qu'elle est pas de cette génération. Absolument pas. Non. Mais en même temps, c'est compréhensible de se dire que cette liberté n'existe que par le biais des hommes, en fait. Mais en même temps, utiliser des hommes aussi, il y a un peu une sorte d'agentivité pour mettre des termes universitaires sur ça, mais il y a un peu comme une forme de réappropriation finalement de ces personnages masculins qu'on voit partout depuis le début. En fait, il y a aussi un peu un miroir, parce que elle parle de Godard qui disait, ou je ne sais plus quel cinéaste de la nouvelle vague, Truffaut. Je crois qu'on a eu la même interview. Qui disait, ouais, c'est ça, le cinéma, c'est faire des belles choses aux femmes, quelque chose comme ça. Le cinéma, c'est une femme et un fusil. Ah oui, donc, ce qui veut dire en gros donc le sexe et la violence, mais en fait avec laquelle elle est complètement d'accord, parce que pour elle, justement, le cinéma c'est aussi l'érotisme et la violence, mais l'érotisme qui est projeté sur des corps plutôt masculins, ou en général masculins, parce qu'elle parlait justement dans cette interview du fait d'avoir été vraiment impressionnée par Béatrice Dalle et d'avoir eu un petit crush sur elle. mais voilà, pour moi c'est ça aussi, Claire Denis, c'est aussi un renversement d'un regard qui était présent depuis toujours, et en fait deux cinéastes avec qui elle a admiré, voire même avec qui elle a travaillé. Après, je trouve que dans Un beau soleil intérieur, elle est très consciente quand même du portrait qu'elle tire des hommes. Par exemple, je me souviens d'une phrase très marquante du personnage de Juliette Binoche, où elle dit que le seul moment où elle arrive à jouir avec un type qui est terrible, c'est quand justement elle se dit que c'est un pauvre type. Et en fait, moi ça m'a. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est le genre de rôle de Juliette Binoche qui me crispe beaucoup. Mais moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce film, et notamment avec ce genre de réplique-là. Je trouvais tout ça très artificiel. Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que pour moi il y a une vraie analyse aussi des traumas du patriarcat aussi, et des attirances déviantes que peuvent ressentir certaines femmes à force d'avoir été objetisées et violentées aussi. Après, c'est vrai que pour en
revenir à l'aspect Gérard Depardieu est dans le film, ce qui en plus est concrètement un élément marketing, enfin, ce qu'il était en tout cas à l'époque, je rappelle, on était avant MeToo. Effectivement, pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que je pense que c'était, il n'y avait pas de doute sur le fait que beaucoup de choses se savaient à l'intérieur du monde du cinéma. Lui-même avait des prises de parole publiques, mais qui n'étaient pas prises au sérieux comme elles le sont aujourd'hui sur les comportements d'agression qu'il peut avoir. Et c'est vrai qu'à l'époque, avoir Gérard Depardieu au casting était un vrai élément marketing pour beaucoup de distributeurs, et jusqu'au fait de mettre son nom dans l'affiche, alors que il arrive sur les 5 dernières minutes du film parce que Juliette Binoche, donc un peu à bout de ne pas réussir à trouver l'amour malgré ses nombreux rendez-vous romantiques, finit par consulter un voyant joué donc par Gérard Depardieu, qui a donc un rôle d'une immense douceur. C'est très bizarre à voir cette scène. Enfin, en tout cas pour nous aujourd'hui, avec notre regard actuel, c'est compliqué de voir ça. Et avec tout un discours, bon, moi j'ai pas aimé le film, donc j'ai trouvé ça un peu nul, mais avec tout un discours de dire en fait le but c'est juste de trouver votre soleil intérieur, quoi. Enfin, et du coup toujours avec ce renversement très bizarre de reprendre Depardieu, qui à l'époque était vraiment le monstre du cinéma. Oui, le grand monstre du cinéma, cette idée vraiment en tout cas dans l'idée d'une représentation de la virilité, c'est un peu difficile à concevoir aujourd'hui pour nous, mais bon, il en faisait partie, quoi. Et c'est vrai que du coup, renverser cette image-là pour en faire quelque chose de très doux, c'est très étrange. Ouais. Et puis en plus, même d'un point de vue éthique, et je sais que Gérard Depardieu avait été très violent dans une interview envers Juliette Binoche, en critiquant son jeu d'actrice. Et j'avais aussi lu une interview de Juliette Binoche qui disait que c'était totalement gratuit et qu'elle avait pas compris. Et je trouve que aussi, ça montre aussi la perversion de certains circuits dans le cinéma, quoi, où on n'a pas peur de faire jouer un homme qui a été violent moralement, en tout cas très agressif envers une actrice, sans se poser la question de comment ça allait se passer, et sans se poser la question du bien-être des actrices, quoi. Oui, après, c'est vrai que Claire Denis et Juliette Binoche, c'est une collaboration de très longue date. Enfin, de toute manière, on ne saura pas la manière dont ce tournage et dont ces aspects relationnels-là ont été gérés. En revanche, il y a un autre sujet aussi sur lequel je voulais revenir, justement en parlant de Juliette Binoche, pour revenir au film High Life que je mentionnais tout à l'heure. Since we left the solar system, radio silence. Hold up. Almost all of us are still alive. We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us. To serve science. Why do you keep taking the sperm? I'll never have kids. Someday. Elle joue dedans aussi. Elle joue en fait d'une certaine manière la commandante de ce groupe de taulards donc envoyés dans l'espace. Et c'est un peu suggéré. C'est un film très très étrange, High Life, concrètement. Et il y a cette idée d'une expérience scientifique qui serait faite sur ce groupe-là de prisonniers, de criminels, qui consiste grosso modo à essayer de savoir si on peut oui ou non faire des enfants dans l'espace, concevoir, procréer dans l'espace. Et ce qui se passe, ce que j'ai trouvé intéressant sur certains points et extrêmement compliqué sur d'autres, c'est que Claire Denis inverse totalement en fait le rapport de prédation dans ce film, et c'est là où je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant sur, encore une fois, la subversion de codes très masculins, masculinistes, virilistes, etc. C'est qu'on part de cette image un peu classique du taulard hyper dangereux, du criminel, c'est des criminels, des violeurs, des assassins qui sont tous réunis dans cet endroit, et au final la vraie source de danger, c'est cette femme, Juliette Binoche, qui n'hésite pas en fait à faire usage comme bon lui semble de ces personnes-là,
et notamment, petit trigger warning, mais à violer Robert Pattinson pour ensuite mener à terme son expérience de faire un enfant, quoi. Et c'est vrai que Claire Denis joue beaucoup aussi sur une imagerie très noire qui la rapproche peut-être un petit peu plus pardon pour mon accent, de Trouble Every Day, sur ce côté très vampirique, cannibale, etc. C'est quelque chose qu'on voit assez peu dans sa filmographie, mais sur ce côté très noir, très poisseux et très très dangereux du personnage de Juliette Binoche. Noémie ? En fait, moi, je pense que Juliette Binoche, dans High Life, elle incarne surtout une autorité et une supériorité en fait, sur les autres, puisqu'elle est médecin. Et je pense que c'est ça, son statut principal. Donc, elle aussi est une criminelle, donc c'est pour ça qu'elle est envoyée dans l'espace pour faire toutes ces sortes de tests d'insémination, tout ça. Moi, je trouve ça plutôt intéressant que ce soit elle, la personne qui est en position d'autorité, qui va donc violer les personnages et en abuser de plein d'autres manières aussi, donc les attacher, voilà. Comme ça, c'est vraiment pas... Oui, et en fait, pour moi, c'est plutôt une critique de l'autorité plutôt qu'une espèce d'inversion des genres. En fait, moi, je trouve ça vraiment assez intéressant que finalement les meilleurs personnages du film soient des taulards, un peu des marginaux de la société qui ont un peu tout raté leur vie. Mais où en fait, finalement, et justement, j'en reviens encore à l'interview de Claire Denis, où en fait, elle expliquait que pour elle, c'est pas le genre qui prime dans son analyse de la société. En fait, c'est les rapports de classe, les rapports de race aussi, vu qu'il y a toutes ces idées sur l'état colonial. Et on va en parler. Et justement, en fait, moi, je trouve que c'est ça qui fait High Life. Et je trouve ça aussi intéressant de mettre cette femme dans cette position de pouvoir. C'est pas ce qu'on attend, mais encore une fois, Claire Denis, elle est un peu toujours dans le revers des choses, quoi. Oui, et à l'inverse, justement, de ces femmes en position de pouvoir, il y a de l'autre côté du spectre, du coup, des hommes qui sont dans l'attente, qui sont dans le désœuvrement. Enfin, ça revient à ce que je citais en début d'épisode, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal sauté aux yeux en regardant ces films avec ce prisme-là. C'est cette idée où, justement, je le disais tout à l'heure, mais beaucoup des films de Claire Denis représentent vraiment des corps masculins qui attendent que quelque chose se passe. Beau travail, on y revient encore une fois. Concrètement, c'est des légionnaires qui n'ont pas vraiment de mission et qui du coup s'entraînent un peu dans le vide. Et comme ils s'entraînent dans le vide, ils ont ce corps qui est extrêmement formé, qui est extrêmement musclé, mais n'ont pas de mission, donc ils s'en retrouvent à faire du repassage, faire des tâches ménagères, faire la cuisine, étendre du linge. C'est des images qui sont très connues aujourd'hui quand on parle de ce film, parce que justement il y a cette idée vraiment de la subversion de ce qu'est un corps masculin très haut dans ce spectre de l'hyper-masculinité, mais qui n'est mise au service de rien et qui du coup se retrouve à faire des choses, des tâches qui traditionnellement seraient plutôt qualifiées de tâches féminines. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on avait déjà cité ce film Beau Travail dans le cadre d'un autre podcast sur un autre film de réalisatrice qui est Titane de Julia Ducournau, parce que justement Titane, qui était donc la Palme d'Or de 2021 et qui a plein de nombreuses qualités selon moi, et notamment celle de raconter par le cinéma ce qu'est l'hyper-féminité et l'hyper-masculinité. Et Titane s'intéresse notamment, toute une partie du film se déroule au sein d'une caserne de pompiers. Et l'hyper-fluidité aussi, je trouve. Oui, l'hyper-fluidité aussi, mais bien sûr, mais notamment sur cette question de masculinité, il y a une scène dans Titane qui résonne beaucoup avec les scènes de danse de Beau Travail, et notamment la dernière. C'est une scène de danse dans une caserne de pompiers qui est très très monstrueuse et qui rejoint beaucoup cette idée justement de la surperformance de genre, mais dans un moment de lâcher prise totale, d'où le côté très monstrueux de cette scène-là. Et c'est vrai que les deux films se rejoignent beaucoup là-dessus, je trouve. C'est vrai que Beau Travail est un peu l'exemple ultime de ça, mais je trouve qu'il y a aussi pour moi dans Le Cri des Gardes, son dernier film qui est en salle actuellement, le personnage de Cal qui est joué par l'acteur Tom Bliss, qui a ce côté là aussi un peu désœuvré. Lui, c'est différent, il est plutôt dans l'angoisse parce qu'il a peur qu'il y ait un secret qui ressurgisse, qui l'affecte, il sait pas comment le cacher. Il est vraiment dans ce truc de la rumination, mais du coup à attendre que quelque chose se passe. Stars at Noon, on en a assez peu parlé, mais je trouve que le personnage de Joe Alwyn aussi rejoint un petit peu ça, cette idée d'errance, de ne pas savoir que faire de son corps en fait. Oui, et puis même 35 Roms aussi, où c'est l'histoire d'un père en fait qui attend que sa fille s'émancipe, qui attend qu'elle parte, où justement la fille est elle prise dans cette espèce de réflexe ménager, où en fait elle fait tout pour son père, elle lui repasse ses chemises, elle lui fait ses repas, et où en fait le père est mal à l'aise et n'attend qu'une chose, c'est qu'elle puisse s'envoler de ses propres ailes et vivre sa vie enfin.
Pour finir peut-être sur cette idée d'inversion des schémas types, ce que je trouve intéressant dans les films de Claire Denis, c'est que par exemple dans Le Cri des gardes, il y a un peu une... comment dire, à un moment donné, on a peur que Cal commette des violences sexuelles sur Léonie. Même à un moment donné, il va jusqu'à lui demander « As-tu peur de moi ?» Donc c'est comme si, encore une fois, Claire Denis, elle fait miroiter la violence masculine, mais ne tombe jamais dedans. Donc en un sens, elle ne reproduit pas les schémas habituels. Et inversement, comme tu l'as dit, Mariana, dans High Life, avec donc le viol du personnage de Juliette Binoche sur Robert Pattinson, on voit encore une fois que c'est intéressant ce qu'elle fait miroiter sans forcément tomber dedans. Et ça revient sur le côté très taiseux aussi des films de Claire Denis. Ouais, alors pour le coup, moi, cette scène de viol, j'ai eu un peu du mal avec elle parce que je comprenais pas très bien. Pour le coup, je trouvais ça vraiment pas très clair ce qu'elle cherchait à faire par là, au-delà bien sûr de la question de l'inversion des rapports de genre, mais je veux dire ça c'était déjà statué par tout le film. Pour le coup, il y avait une charge très érotique qui passait dans cette scène et qui m'a beaucoup gênée. En revanche, ce que tu dis me fait penser aussi justement à la manière dont Claire Denis elle-même commentait son cinéma et notamment son rapport aux scènes de sexe dans le cinéma, et qui rejoint d'ailleurs cette idée du silence dont on parle depuis le début. C'est qu'en fait elle disait que le sexe entre des personnages n'est pas quelque chose qui l'intéresse, mais qu'au contraire ce sur quoi elle préfère se focaliser, c'est justement la charge sexuelle plutôt que le sexe en lui-même, mais la charge sexuelle qui passe à travers les acteurs et des acteurs aux spectateurs, et notamment la question du rituel. J'avais trouvé ça intéressant ce qu'elle racontait dessus. En fait, elle disait concrètement le rituel ou la ritualisation, c'est une manière pour le corps d'exprimer sa sexualité en dehors d'un cadre sexuel. Et c'est quelque chose qui rejoint beaucoup, je trouve, beau travail évidemment, mais même tout le reste de sa filmographie sur sa manière de filmer les corps en fait. De filmer le quotidien aussi. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure pendant ton petit point biographie, Noémie, mais Claire Denis était la fille d'un administrateur colonial français, au Cameroun et à Djibouti notamment. Une situation avec laquelle elle a grandi pendant toute son enfance, qui a forcément forgé une partie de son regard en tant que réalisatrice. La question du post-colonialisme, du néocolonialisme aussi, comment des rapports coloniaux existent encore aujourd'hui, ça infuse forcément dans son regard de cinéaste. Comment est-ce que pour vous, ces deux notions de masculinité et de néocolonialisme, elles s'imbriquent justement à travers le cinéma de Claire Denis ? C'est une question très large, évidemment, on va prendre le temps d'y répondre. Noémie. Moi, j'ai l'impression que Claire Denis, dans la majorité de ses premiers films, en fait, a beaucoup mis en scène des personnages d'hommes noirs. Donc c'est le cas, en fait, dans tous ses premiers films où les personnages principaux sont non seulement des hommes, mais aussi des hommes noirs, que ce soit en Afrique ou en France directement. Je pense à S'en fout la mort aussi, et 35 Roms. Si je peux me permettre, elle représente des personnages noirs, mais j'ai l'impression qu'elle a aussi toujours, enfin je dis parce que c'est quelque chose qu'elle a dit en interview, qu'elle a toujours eu aussi cette idée de... un peu de dire, je peux pas avoir la prétention de raconter une histoire du point de vue d'un personnage noir, étant moi-même blanche. Et du coup, pour moi, ce qu'elle raconte plutôt dans son cinéma, c'est plus un cinéma en tout cas pour les films qui sont concernés par cette question, c'est plus un cinéma sur les personnes blanches dans une géographie qu'on qualifie souvent de l'ailleurs. Moi, j'ai souvent vu Claire Denis commenter comme étant une cinéaste de l'ailleurs, entre guillemets, ce que je trouve très drôle, mais il y a vraiment cette idée d'une présence blanche, souvent une présence blanche en Afrique, souvent, enfin en tout cas c'est le cas dans Chocolat et dans Le Cri des gardes. Et dans White Material aussi. Et dans White Material, effectivement. Et souvent d'une présence qui implique des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports raciaux. Dont elle prétend pas en fait d'usurper le regard des personnes qu'elle filme. Dans Chocolat, par exemple. Chocolat, effectivement, oui, c'est sa propre histoire qu'elle raconte, en fait. Il y a un aspect très, très autobiographique dans ce film. Comment tu t'appelles? France. France? France, ne t'éloigne pas trop. Quand tu regardes vers les collines, là où il n'y a plus de cases, où il n'y a plus d'arbres, quand la terre touche le ciel, c'est l'horizon. Oui, c'est ça. Et finalement, en fait, ces films, même s'ils mettent en scène des personnages noirs, parlent aussi beaucoup de blanchité, finalement. Et je trouve que c'est quelque chose, justement, dans Chocolat, qu'on voit extrêmement bien. Où, en fait, tous les personnages blancs, même ceux qui sont bons, entre guillemets, donc notamment la famille qu'on suit, ont toujours ce petit geste de domination sur les personnes qui les entourent. Oui, le film est très réussi pour ça, d'ailleurs, je trouve. C'est que même sans
chercher à rentrer dans quelque chose de vraiment conflictuel dans l'histoire qu'elle raconte dans Chocolat, il y a quand même quelque chose d'assez réussi sur, comme tu le dis, la manière dont elle infuse à toute petite touche des formes de récits, de rapports entre personnages qui rappellent qu'effectivement, quand bien même ces personnes, selon elle, seraient dotées des meilleures intentions, il y a quand même toujours ces rapports de domination-là qui existent. Et je pense notamment au personnage du père, qui est joué par François Cluzet. Il y a une scène que je trouve très parlante, encore une fois, on dit tout avec des silences. Ce père-là qui est présenté comme, encore une fois, un père aimant, un père plutôt respectueux. Il est en déplacement et à un moment, pendant son voyage, il s'arrête parce qu'il y a un paysage qu'il trouve magnifique et il va se mettre sur un petit point de vue et dessiner pendant ce qu'on comprend être plusieurs heures. Donc le plan se focalise d'abord uniquement sur lui, qui a un peu ce côté très extatique de voir ce paysage magnifique, d'avoir cet élan artistique, de faire ce dessin de ce paysage. Et ensuite il se retourne et le cadrage change et on voit en fait en contrebas qu'il y a en fait son boy, son domestique, qui l'attend avec des ânes et en fait qui attend simplement qu'il ait fini son petit temps artistique et qu'il attend en plein soleil en fait. Et il y a quelque chose là encore que je trouve assez fort sur ce silence-là qui dit tout en fait, qui dit quand bien même voilà il y a ce geste-là artistique qui est très beau, qui est très romanesque, très romantique, qui etc. peut aussi relever de l'appropriation d'un paysage. Totalement, et un peu d'un geste colonial aussi. Oui. Et aussi, je trouve que sa manière de parler de la blanchité remet aussi en perspective les rapports de domination de genre. Par exemple, j'ai trouvé une scène hyper intéressante dans Chocolat, lorsque Aimée la mère fait un geste qui montre son attirance envers Proté, donc la personne qui la sert. Et qui est noire. C'est hyper intéressant de voir comment la scène est traitée par la réalisatrice, parce qu'en fait, il y a un moment d'attente, donc un moment de tension que je trouve extrême, que Aimée montre son affection et son attirance sexuelle envers Proté. C'est un moment hyper intéressant où on sent une vraie tension, et donc Proté réagit avec un geste assez sec, voire même violent envers Aimée, où il la relève, il me semble. Il la relève très brutalement, oui. Ouais, et en fait, ça mêle à la fois la frustration et en même temps, parce que je pense qu'on ressent qu'il a aussi du désir, mais il reçoit également la violence parce qu'ils sont liés par un rapport de domination dans ce contexte colonial. Ouais, c'est vrai, non, c'est hyper intéressant. Moi, pour le coup, j'avais juste vu cette scène comme une scène plutôt érotique, mais effectivement, ça a beaucoup de sens, ce que tu dis sur cette manière de pallier un rapport de pouvoir par une autre forme de rapport de pouvoir, cette fois de genre, là où le premier était un rapport de pouvoir racial. Et c'est vrai que de manière générale, c'est une notion qu'elle ne quitte jamais de vue, Claire Denis, quand elle place ses personnages dans un cadre colonial ou post-colonial. Je reviens encore une fois à Beau Travail, je pense que vous pouvez boire un shot à chaque fois qu'on cite ce film. Beau Travail qui encore une fois se passe à Djibouti à la fin des années 90. Il y a quelques scènes que je trouve très drôles aussi sur les moments où ces légionnaires, qui sont quasiment tous, en tout cas en très grande majorité des hommes blancs, s'entraînent donc avec ce truc, encore une fois, parfois un peu risible, en tout cas assez extrême. Il y a une scène notamment où ils sont sous le regard en fait des locaux. Je crois qu'il y a une scène où ils sont assis, il y a plusieurs hommes noirs qui sont assis du coup pas très loin et qui les regardent un peu hagards, un peu en mode mais qu'est-ce qu'ils font en fait. Il y a quelque chose de ce regard qui les ramène un peu à la posture un peu ridicule dans laquelle ils sont concrètement. Oui, mais aussi, je pense que la présence de légionnaires noirs est aussi pas anodine. Je pense dans le regard de Claire Denis, où ça exprime aussi le fait que les corps noirs sont aussi assimilés dans le projet colonial des pays d'Afrique, quoi. Oui, mais pour autant, je trouve qu'elle l'appuie très peu. Moi, j'ai été assez surprise qu'elle appuie aussi peu la présence de ce seul homme noir, il me semble. Il y en a deux, non ? Tu vois, c'est pas très clair. En fait, moi, je me rappelle d'une période où c'est le Ramadan dans Beau Travail et où deux des hommes mangent à l'écart. Pour revenir à ce que je disais, dans Chocolat aussi, il y a toujours sur cette idée des deux qui se mêlent. Il y a un personnage qui est joué par l'acteur Jean-Claude Adelin, qui est encore une fois un peu prototype du gros connard. Tu peux le dire. Hein. Non, mais aussi dans le sens où, bon, non pas qu'il y ait des gentils colons et des méchants colons, c'est pas l'idée de les dissocier, mais en tout cas, voilà, il y a un personnage qui débarque et qui vraiment, pour le coup, a un comportement complètement irrespectueux par rapport aux domestiques noirs et qui empiète totalement
sur leur territoire. C'est-à-dire qu'il a un comportement qui est très étrange en disant, parce que voilà, les zones sont très délimitées, il y a la maison des Blancs et les annexes, les cuisines, les dortoirs, on imagine, pour les Noirs. Et ce personnage-là arrive en disant « Ah ben non, j'ai pas envie de manger avec vous, je vais manger avec eux ». Sauf qu'en fait, pour autant, il est aussi extrêmement irrespectueux. Enfin, il y a vraiment une idée de l'homme blanc qui empiète encore plus. Je trouve qu'il y a vraiment une idée aussi d'empiéter sur le territoire, en fait. C'est comme si on avait un peu une mise en abîme aussi du procédé. Non, mais c'est détestable. Et puis, il a tellement de privilèges qu'il s'autorise à s'aventurer dans l'exotisme de ce que ça peut être que d'être dans une condition inférieure où il y a des traitements moins confortables. Et on voit d'ailleurs qu'il vrille au bout d'un moment, mais j'ai trouvé ce personnage hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est même, en fait, ce personnage, c'est comme une extrapolation de, en fait, tous les personnages blancs du film. Parce que finalement, il y a un peu cette idée... oui, c'est pousser le curseur plus loin, en fait. C'est ça, en fait, vis-à-vis de la France, entre guillemets, métropolitaine. J'imagine que aller en Afrique, c'est un peu s'encanailler, c'est un peu aller avec les indigènes, comme on le disait à l'époque. Tous, en fait, sont en train de faire ça, de en même temps vivre dans un territoire et de le faire parfois un peu respectueusement aussi, peut-être de devenir amis avec des colonisés ou de comprendre la culture locale et tout ça, et même l'enfant, en fait, qui s'appelle France, d'ailleurs. Oui. Bah, aurez-vous compris l'allusion? C'est un petit peu gros, mais oui. Et même dans son regard, en fait, finalement, bon, elle est bien amie avec Proté, le boy donc de sa maison, mais finalement, c'est toujours ah, Proté, viens vite, viens ici. Donc en fait, elle lui donne un rapport de domination. Ça reste un rapport de domination. Pas, ouais. Elle lui donne toujours des ordres, et c'est ça en fait avec tout le monde. Et c'est pour ça, moi, je le lis comme ça aussi. C'est pour ça que Proté refuse catégoriquement les avances aussi de Aimé. D'ailleurs, sur cette question, sur la manière dont ces deux notions s'imbriquent, un très bel exemple, c'est aussi justement Le Cri des Gardes, le dernier film de Claire Denis qui est en salle actuellement. I'm here to collect my brother's body, killed on your site. Very unfortunate accident. In my sight, we've stayed within the norms. I've never seen him before, but he's got a score to settle. I think I'll have you shot. By the Watchmen. You know why? I came. I think you got caught in trouble. I heard what that man out there's demanding. You know, I touched ground here too once, with a head full of fake expectations like you. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, Victoria, mais Le Cri des Gardes, c'est une adaptation d'une pièce de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle Combat de nègres et de chiens. C'est une adaptation quasi littérale d'ailleurs de la pièce. Il y a très peu de liberté prise, en tout cas en termes de dialogue et de contexte. C'est un film qui se passe du coup en Afrique de l'Ouest sur un chantier de travaux qui est dirigé par un expatrié blanc, joué par Matt Dillon, et du coup co-géré avec Cal, qui est un peu son second, joué par l'acteur Tom Bliss. Et en fait, l'histoire commence quand, il y a un peu un double déclenchement. D'une part, il y a le fait que la toute nouvelle femme de Horn, donc de Matt Dillon, arrive en Afrique de l'Ouest. Le pays n'est pas particulièrement spécifié, en tout cas, il a été tourné au Sénégal. Et que cette femme, donc, qui est jouée, petit thumbs up, qui est jouée par Mia McKenna-Bruce, qu'on avait adoré dans How to Have Sex, elle est en train d'arriver, et au même moment, la nuit est en train de tomber, et il y a un homme qui est joué par Isaac de Bancolé, qui est un acteur qui travaille avec Claire Denis depuis Chocolat, justement. Isaac de Bancolé qui arrive sur le chantier et qui demande à ce qu'on lui rende le corps de son frère qui est mort sur le chantier. Ça, c'est un peu le point de départ du film, et il y a du coup toute une nuit qui va se dérouler. C'est un peu écrit comme à la manière d'une tragédie grecque. La pièce et le film Le Cri des Gardes, tout se passe sur une seule nuit au même endroit, et en fait ce personnage-là d'Isaac de Bancolé, qui est donc son personnage noir, va rester la nuit entière en disant « je ne partirai pas tant qu'on ne m'aura pas rendu le corps de mon frère », ce qui va rendre Matt Dillon complètement fou, Tom Bliss complètement fou, et Mia McKenna-Bruce qui va être là genre « mais où est-ce que j'ai mis les pieds ?» Et je trouve que c'est un très très bel exemple. Donc, concrètement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, je le sais. J'ai rien compris. Mais je trouve que c'est un très très bel exemple sur la manière justement dont on peut combiner justement les deux un peu dans une démarche intersectionnelle sur la question à la fois de ce traitement de la masculinité et des logiques néocoloniales aujourd'hui, mais parce que justement cette idée de la présence du personnage d'Albouri, qui est joué donc par Isaac de Bancolé,
qui juste est là, très statique. J'ai vu passer des commentaires qui comparaient sa présence à celle d'un sphinx, et je trouve ça très juste, parce qu'il a ce côté très statique, très moral et en même temps très mystérieux, et qui rend complètement fou du coup les deux personnages blancs qui sont inculpés du meurtre de son frère. La métaphore est assez évidente sur le discours néocolonial du film, la manière dont on exploite les corps noirs pour des logiques néocoloniales. Et ici, justement, toujours sur cette question du corps, le corps du frère devient un vrai sujet politique, et je trouve ça passionnant. Victoria, tu voulais rebondir sur ce film ? Oui, déjà pour revenir sur cette image du corps du frère, donc c'est la scène finale, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'elle adapte une pièce de théâtre, et je trouve que dans les moyens de mise en scène, il y a quelque chose qui se rapporte beaucoup à la théâtralité, dans le sens où au théâtre, on fait un peu avec ce qu'on a sur le plateau, sur la scène, et alors qu'au cinéma, on peut se permettre de faire plusieurs plans et d'amener des images différemment, bien que les deux moyens sont très riches. Mais je trouve qu'elle reprend vraiment un lexique théâtral, parce que donc il y a cette image qui est terrible où l'homme tué est dans une bâche en plastique, donc on voit vraiment un corps qui n'est pas respecté même dans la mort, quoi. Donc déjà cette première image est très glauque. Ensuite, en partant de cette image, donc de la bâche bleue et du corps dedans, on comprend ensuite que y a une nouvelle violence qui est celle de l'échelle de la bâche, c'est-à-dire que la bâche a une dimension petite, et on comprend à quel point le corps a été réduit et violenté et mutilé. Et ensuite, on voit en fait que cette image se décline constamment dans la mise en scène, et je trouve que c'est quelque chose de très théâtral. Par exemple, donc là, il y a le frère qui était venu récupérer le corps, porte le corps mort de son frère. On comprend encore une fois qu'au niveau de l'échelle, il y a un problème. Et après, dernière phase, on va dire, dans l'évolution de la mise en scène qui est hyper intéressant, c'est quand il y a des enfants qui passent près de l'homme qui porte le corps mort et donc la bâche, et on se rend compte que limite les enfants sont plus grands que le corps, et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans la mise en scène, comment elle utilise la théâtralité originelle du texte pour l'insérer dans le cinéma. Noémie ? Mais oui, en effet, cet aspect théâtral, moi je trouve qu'on le retrouve dans d'autres films de Claire Denis, et c'est quelque chose qui a l'air de l'intéresser. En tout cas, c'est même dans sa manière d'écrire les dialogues. Mais moi, Le Cri des gardes, c'est pas un des films de Claire Denis qui a le plus résonné en moi. Moi, je pense qu'en fait, je commence à être très très hermétique aux films qui sont coproduits par des maisons de mode. Donc là, c'est Saint-Laurent. Et je pense que je ne peux pas m'empêcher de voir ce film comme une sorte de pub de parfum géante. Et en fait, ça m'avait fait la même chose. C'est vrai que Mia McKenna Bruce en nuisette pendant les 2/3 du film, je peux entendre. En fait, moi, j'avais eu la même réaction en voyant le film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, et où en fait, tout le monde est tellement bien sapé et tout est hyper bien léché, et où même tu as toute une partie du scénario qui est autour d'un objet de mode, des lunettes de soleil. Là, en fait, ça m'a fait ce même effet sur Le Cri des gardes, où en fait, ça m'a tout de suite sorti de l'histoire, et je pense qu'aussi, je suis peut-être pas très réceptive au texte de Coltès. J'ai l'impression qu'il a été trop opaque pour moi. Et je pense, en fait, je suis vraiment d'accord avec vous sur ce que raconte le film politiquement, sur toutes ces idées-là de mise en scène qui sont fortes et tout, mais moi, en fait, ça n'a pas du tout résonné avec moi, et je pense que c'est quelque chose aussi parfois qui me freine un petit peu sur les films de Claire Denis, où parfois en fait la sensibilité et l'émotion n'est pas au premier plan, et donc ce qui m'éloigne parfois de ces films que je trouve pour beaucoup très beaux et très réussis. Mais moi, des fois, sans cette émotion-là, c'est un peu difficile de me mettre dedans. Oui, ça c'est sûr qu'elle fait pas du cinéma tire-larme, mais pour le coup, j'entends ce que tu dis sur la question du style et des habits, etc. Mais pour le coup, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'a marqué dans ce film-là, parce que je trouvais que ça servait un vrai propos. Déjà, je trouvais qu'il y avait pas... C'est vrai que je me suis pas du tout posé la question, au-delà de voir le carton Yves Saint-Laurent au début du film, ça m'est quand même sorti de la tête, mais au-delà de ça, c'est vrai que je trouve pas qu'elle en fasse des caisses sur la manière dont ils sont sapés, et par ailleurs, le fait que justement, on ait ces mecs-là qui sont en costard, il y a une scène où Tom Lee se retrouve dans une espèce de smoking, mais pas totalement... Enfin, avec un nœud pape pas fini, mis à l'arrache, etc. Et je trouve que ça en dit long aussi sur cette dissonance en même temps sur le côté très performatif à la fois, voilà, sur les questions de masculinité, etc. Mais aussi sur... Il y a une vraie dissonance, je trouve, entre le fait qu'ils sont très apprêtés, surtout Cal, et qu'en même temps, ils sont
eux-mêmes se caractérisent comme étant au milieu de nulle part, voire étant au milieu de l'enfer. Oui, ils sont en déclin. Ouais, il y a vraiment une idée de dissonance qui, je trouve, marche très très bien. Et puis pour revenir sur La Nuisette Rouge, alors je savais pas que le film était coproduit par Saint-Laurent, mais moi j'ai trouvé que c'était un marqueur social aussi, parce qu'on comprend à un moment donné du film que la fille ne vient pas du même milieu social que le chef de chantier, parce que c'est remarqué par Cal qui dit tu veux juste être avec lui pour l'argent. Donc j'ai trouvé aussi que c'était cohérent et que c'était aussi politique de mettre cette nuisette là qui je trouve ne faisait pas mode. Ouais. Et je voulais juste finir sur un dernier élément, c'est que j'ai trouvé que Le Cri des Gardes était hyper intéressant dans la manière dont étaient filmés les paysages. Je trouvais qu'il y avait vraiment une attention particulière à s'attarder sur l'environnement, notamment avant que la petite copine rejoigne le chantier. Et en fait, ça montre que l'environnement est plus puissant que les individus, que les personnages. Or, dans l'impérialisme, il y a souvent cette idée anthropocentrée que l'humain peut tout changer, tout modifier à son image. Et ici, c'est l'inverse. L'environnement, j'ai la sensation qu'il dominait les hommes, même si c'est pas leur volonté. Et d'ailleurs, lorsque le personnage de Léonie arrive... Qui est donc la femme de Horn, ouais. Voilà, arrive sur son nouveau lieu de vie. Il y a aussi un écrasement de son identité de femme, par exemple, par l'environnement, malgré toutes ses affaires fortement marquées socialement et politiquement. Parce qu'elle arrive dans un environnement très masculin, elle qui est une femme, et en plus, elle a une socialisation très féminine avec plein d'objets, plein d'affaires. Elle a ses grands talons sur le sable avec sa valise à roulettes qui coince. Voilà, et en fait, ça, c'est supposé marquer une perspective, une différence. Or, on voit qu'ils soient hommes ou femmes, en fait, ces individus dans le chantier sont tous écrasés par l'environnement, c'est-à-dire où ils se trouvent. Oui, et puis même écrasés par les gardes qui les entourent et qui doivent leur présence au titre du film. Le Cri des Gardes, c'est quoi ? C'est les gardes qui surveillent le chantier et qui chantent pour signifier que tout va bien. Ouais. Et cette présence sonore rend les personnes blanches de l'histoire complètement dingues. Ouais. Et ce que je trouvais hyper intéressant sur le fait que même la meuf qui arrive sur le chantier se fait écraser par l'environnement et par les paysages, etc., c'est qu'en fait, souvent dans l'histoire de la géographie française, notamment en contexte colonial, il y avait vraiment cette manière de parler des paysages qui était hyper féminine, où on allait érotiser les paysages, leur donner des courbes, les rapprocher des femmes. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et c'est un vrai pied de nez aussi à cette érotisation des paysages et tu parlais de l'ailleurs, c'est un vrai pied de nez à ça, lorsque même la meuf blanche est écrasée par juste l'environnement qui conditionne plus que tous les êtres humains, quoi. On a donc fini pour ce soir d'analyser le cinéma de Claire Denis, même si on pourrait en parler pendant encore très longtemps. Pour conclure, je voulais juste poser une dernière question maintenant qu'on a toutes terminé notre Claire Denis marathon pour préparer cet épisode du podcast. Quel film est-ce que vous auriez envie de conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le cinéma de Claire Denis et qui voudrait s'y initier ? Noémie, tu es la grande fan, je te laisse répondre en premier. Alors, moi, je vais parler d'un film dont on n'a pas du tout parlé pendant le podcast, mais qui est un de ceux que je préfère de Claire Denis, qui s'appelle J'ai pas sommeil. C'est un film avec notamment Béatrice Dalle, un des 2 films qu'elle a tourné avec elle, qui est à la fois un film parisien et à la fois un film policier. Donc j'en dis pas trop plus, mais je peux dire que le tueur est aussi un performeur drague et que ça a le mérite quand même de faire cette petite représentation, d'être mentionné pour un film des années 90. Victoria ? Moi, classiquement, je vais partir sur Beau Travail. Vous buvez un shot de plus, on a encore cité Beau Travail. Allez, ding. Non, mais franchement, c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas peur de le dire. Par exemple, Noémie, tu disais que même de manière générale, on retrouve de la théâtralité dans tous les films de Claire Denis. Je trouve que c'est totalement le genre de film qui pourrait être réadapté au théâtre. En fait, c'est un film hyper riche. On n'en finit pas d'être ébahi, je trouve, par tout ce qu'il suppose. Et toi, Mariana ? Et alors moi j'hésite parce que je voulais à la base citer Stars at Noon, qui je trouve est un film très 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 sous-coté et qui a été... pour Joel Wynn. Non, ce n'est pas juste pour Joel Wynn qui est l'ex de Taylor Swift, mais non, mais je trouve que c'est un film qui a été haï à sa sortie pour certains aspects que je peux comprendre. Il y a quelque chose d'un petit peu déconnecté à voir 2 personnes blanches vivre une histoire d'amour passionnel au fin fond de l'enfer, comme le caractérisent les personnages eux-mêmes, c'est-à-dire au Nicaragua en pleine crise électorale. C'est un film qui, je trouve, caractérise à fond ce qu'est le cinéma
atmosphérique de Claire Denis et je trouve qu'il y a un érotisme et en même temps une atmosphère poisseuse, moite, qui est extrêmement bien retranscrite dans ce film. Mais je change d'avis, donc je triche un peu. Et je voulais plutôt aller vers 35 Roms, qu'on a pas mal cité aujourd'hui, qui est un film que j'ai découvert pour préparer ce podcast, qui date donc de 2009, qui me faisait un peu peur en fait à la base, parce que le côté un peu film chronique, on en a beaucoup vu dans les années 2000, donc le film m'a fait un peu peur au début en me disant tiens, j'ai un peu peur de m'emmerder, et en fait pas du tout. J'ai trouvé ça hyper tendre et j'ai été saisie d'une nostalgie immense que je ne saurais trop expliquer en voyant ce film. Je pense une nostalgie juste pour le milieu des années 2000 parce que j'avais 10 ans à ce moment-là et que voilà. Mais il y a encore une fois quelque chose au niveau de cette atmosphère de tendresse qui se transmet extrêmement bien et c'est peut-être le mot finalement que j'utiliserais moi pour caractériser le cinéma de Claire Denis, qui est vraiment ce cinéma extrêmement atmosphérique. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup les filles. Merci. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On adore recevoir vos retours. Et de notre côté, on vous retrouve très bientôt et on change d'ambiance pour le prochain épisode qui sera dédié à la suite d'un film cultissime, un film doudou. En tout cas, pour nous, je parle évidemment du Diable s'habille en Prada 2. À bientôt.